La pandémie, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de la situation catastrophique, écologique et climatique dans laquelle nous sommes. Et ce qui m'inquiète dans le discours de la communauté internationale, c'est une fois de plus de parler de la protection de la forêt avec un regard qui est toujours un regard prédateur, qui regarde la forêt comme une ressource à préserver. Et il est temps, il me semble, de retrouver un peu d'humilité et de comprendre donc que nous sommes une des espèces vivantes, nous dépendons de la bonne santé des écosystèmes pour pouvoir survivre en tant qu'espèce. La 6e extinction de masse est en cours et l'humanité pourrait être une des espèces qui disparaîtra. Aujourd'hui, on considère qu'à l'échelle de l'ensemble de la planète, l'atmosphère s'est réchauffée d'à peu près 1 degré, 1,2 degré par rapport au pré-industriel, par rapport à l'époque de 1850 à 1900 environ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il y a une analogie qui est souvent prise, c'est celle de la fièvre humaine en fait. On sait bien, de notre propre expérience personnelle, que quand on a 38, 39, 40 degrés, ça suffit à nous mettre en péril personnel, à nous mettre en grande difficulté. Et donc, quelque part, le climat terrestre, il a un petit peu ce même type de sensibilité, quelque part. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, étant donné que les émissions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, jusqu'à la fin de la première moitié du XXIe siècle, 2040-2050 environ, les jeux sont faits dans une certaine mesure et l'augmentation de température va se poursuivre dans tous les cas. Puisque la seule façon de stopper le changement climatique serait de stopper les émissions du jour au lendemain. Et ça, on sait très bien que ça ne peut pas se produire. La grande question qui se pose, c'est pour la deuxième moitié du XXIe siècle, à quelle vitesse les réductions d'émissions de gaz à effet de serre vont se produire. Ça va avoir une influence sur le taux de réchauffement pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Une des grandes difficultés de la question, c'est que réduire aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, ça pose des problèmes économiques, ça pose des problèmes sociaux qui sont importants à prendre en compte. Et les bénéfices de ces réductions, dont il faudrait prendre la mesure immédiatement si on veut réduire l'ampleur des dégâts, ne pourront avoir des effets que pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc il y a un décalage entre le moment de l'action et le moment où on peut espérer en tirer des bénéfices. La croissance d'une forêt, le développement d'une forêt, ça correspond aux constantes de temps, aux échelles de temps qui sont assez compatibles avec celles de l'évolution du climat. Et donc effectivement, comment faire en sorte que les peuplements forestiers soient à la fois suffisamment en bon état, en bonne santé pour pouvoir jouer leur fonction écosystémique ou leur fonction de piégeage et de stockage de carbone, tout en étant suffisamment en bonne santé vis-à-vis des conditions météorologiques pour résister à l'évolution climatique qui est annoncée pour les prochaines décennies. C'est lié à la maladie blanche? C'est lié à la maladie et puis au vieillissement. Au bout d'un moment, les souches, elles recèpent, mais il y a un moment où elles fatiguent quand même. On est dans une forêt qui appartient donc à un propriétaire privé avec lequel Néo-Sylva a signé un contrat de gestion. Et c'est une parcelle qui est en impasse de gestion sylvicole, dans laquelle on a une mortalité importante et une essence qui, du fait de la maladie, aussi du changement climatique, n'est plus adaptée au sol. Et on est là pour faire un diagnostic approfondi de l'état de santé et de l'état de biodiversité de la parcelle avant reboisement. Et ce diagnostic sera refait dans 10 ans, dans 20 ans, de façon régulière, de manière à mesurer dans le temps, qualitativement, est-ce que la biodiversité à long terme va rester à peu près stable, diminuer ou augmenter. Et l'idée est que nos pratiques sylvicoles permettent justement plutôt une amélioration, une stabilisation, une amélioration de la biodiversité, tout en ayant un potentiel de production de bois beaucoup plus important que ce que ne fera cette parcelle-là. Donc là, on a du bouleau, on a du châtaignier, on a du chêne. Donc, il y a 10 facteurs en fait, qui permettent de caractériser cet indice de biodiversité potentielle. Il y en a 7 qui sont liés au contexte forestier. Ça va être la diversité des essences, la diversité de strates forestières, la présence de gros bois morts et sur pied, la présence de gros arbres vivants. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer la capacité d'accueil de la forêt en termes de biodiversité. Plus les espèces seront nombreuses, plus il y a de chances qu'une espèce survive. Si une espèce disparaît, avec une biodiversité forte, une autre espèce pourra prendre sa place et le milieu continuera à vivre. A l'inverse, avec une biodiversité qui va être faible,
Si une espèce disparaît, personne ne prendra sa place et potentiellement son rôle dans la chaîne alimentaire ou dans l'écosystème ne sera plus pris en compte et cet écosystème deviendra malade, ne pourra plus résister forcément aux maladies ou aux actes extérieurs, incendies, tempêtes. On est sur le site de Champenoux, qui est dans le Grand Est, à côté de Nancy. Et on a 12 sites comme ça, répartis dans tout le nord de la France. Donc ici, on a un boîtier qui permet d'enregistrer la température et l'humidité du sol, pour voir en période de sécheresse, est-ce que le sol est très sec ou pas. Et ces fils-là, en fait, ils vont vers des capteurs qui sont disposés dans le petit carré là. Ils ont été enfouis à différentes profondeurs, 10 cm, 60 cm, etc. pour voir quand il y a un épisode de pluie, comment est le flux d'eau, quelle quantité d'eau est disponible pour les arbres et est-ce qu'on est dans une période de sécheresse intensive ou pas. Depuis 2015, on a à peu près la sécheresse de 2003, mais tous les ans. Donc là, les arbres, ils sont en train de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu de toute leur vie. Même des arbres de 200 ans, plus haut, là, ils n'ont jamais vécu ça. Donc si on a des pratiques de gestion de sol qui seront respectueuses, ça veut dire pas faire passer de trop grosses machines, répartir le bois mort au sol, éviter des sols complètement nus, on va conserver la fertilité. Après, ce qui va changer avec les changements climatiques, c'est qu'on n'aura pas forcément la même forêt. C'est-à-dire que s'il commence à faire trop sec, etc., on va avoir d'autres essences d'arbres qui vont s'installer. Donc ça va rechanger tout le cortège des animaux. Vous aurez peut-être plus les mêmes limaces, plus les mêmes scarabées, plus les mêmes champignons, etc. Mais l'écosystème va s'adapter à ces nouvelles essences. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie aussi. Comment évoluent les populations de champignons, de bactéries quand on change d'essence. Voilà, c'est des choses qu'on regarde aussi. Il faut qu'on pense déjà à la forêt du futur et à la façon de la gérer correctement. Nous sommes sur l'arboretum de Roya qui a été créé en 1930 pour tester l'acclimatation des espèces sur le Massif central. Le site qui fait 40 hectares a été divisé en 60 petites parcelles, en 62 petites parcelles exactement, d'une surface de 2000 à 5000 m² unitaires. Et à chaque fois, il y a eu une espèce différente de plantée. Donc là, ici en face de nous, on a une plantation de cyprès de l'Aussonne qui date de 1934 et donc qui est de part et d'autre du chemin qu'on a juste au-dessus de nous. On peut se projeter facilement sur la façon dont l'arbre il s'est développé en compagnie d'arbres autour de lui. Aucun signe de faiblesse, il n'y a aucun impact par rapport aux dernières sécheresses canicules. Par contre, si on se déplace une cinquantaine de mètres à côté, on a un plateau de tuya géant qui a été fortement endommagé par la tempête de 1999 et qui souffre des dernières sécheresses, des dernières canicules, des derniers manques d'eau. Nos prédécesseurs ont planté il y a un siècle sur l'arboretum de Roya, nous donnent des enseignements intéressants sur le pin laricio de Calabre, sur le sapin de Numidie, sur le sapin de Nordman, qui sont des essences entre guillemets un petit peu plus méridionales par rapport au Massif central et qui sont intéressantes à utiliser dans la projection de la forêt de demain, impactée par le changement climatique. Ça serait une erreur de se dire on va choisir une espèce qui sera l'espèce qui sera ultra résistante et on va la mettre partout. On ferait une énorme bêtise. La forêt, c'est avant tout un écosystème. Du fait que ce soit un écosystème qui soit équilibré, qui soit composé d'une diversité d'espèces, c'est ça qui lui permettra de résister et de s'adapter au changement climatique à venir. Et même si les sapins, même si les hêtres souffrent dans le Massif central sur le siècle à venir, il y a quand même une partie de ces arbres-là qui vont pouvoir s'adapter. Parce qu'au niveau génétique, ils sont tous un petit peu différents. Donc il y aura une variation aussi dans l'adaptation de ces espèces-là. Le génome d'un chêne, il est 400 fois plus diversifié que celui de l'homme.
Donc on a une diversité à l'intérieur des espèces forestières qui est beaucoup plus important que celui qu'on peut rencontrer parmi les espèces animales. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important et sur lequel le forestier peut s'appuyer et s'appuie de manière générale lorsqu'il fait des travaux en forêt. Et il faut maintenir le plus possible cette diversité à la fois en espèces et à la fois à l'intérieur des espèces pour donner le plus de chances possible à la forêt de s'adapter. L'enjeu est tellement énorme que ce n'est pas le faible nombre de chercheurs que l'on est qui peut permettre de trouver des solutions. L'enjeu est énorme par rapport à son ampleur et à sa vitesse. Donc il faut vraiment qu'on fédère toutes les forces. Ce que l'on propose, c'est de mettre en place des îlots d'avenir, c'est-à-dire des petites parcelles en forêt qui vont être suivies avec les espèces que l'on a dans nos dispositifs expérimentaux et où l'objectif, c'est de laisser les arbres vivre et se reproduire, pour voir comment ils vont survivre, comment ils vont croître. On va favoriser de plus en plus le mélange d'espèces à l'échelle du massif forestier, dans une forêt mosaïque. La diversité des pratiques de sylviculture, la diversité des âges de toutes les parcelles, pour qu'on puisse avoir diverses solutions, parce qu'on ne sait pas quelle sera la bonne solution. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je pense qu'aucun forestier n'en a actuellement. On a quelques idées, mais selon ce que la société va faire, selon où on va aller en termes de réchauffement, ça sera l'une solution ou l'autre solution, ou peut-être tout ensemble qui vont fonctionner. Mais toutes seules, elles ne pourront pas tout non plus, les forêts. Il faut que nous, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel. Parce qu'à trouver des espèces qui vont survivre à plus 8 degrés, on n'a pas d'espèces forestières au milieu du Sahara. C'est pas vrai, on oublie.